Donc, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode d'Alchimie du ciel. Donc, bonjour Sophia, Salut ravie de te Caro. retrouver. Également. Donc, voilà. Pour cet épisode, donc, on vous propose d'explorer les événements majeurs de décembre. Donc, on en a sélectionné deux, la pleine lune et le retour direct de Jupiter en bélier. Et puis quand même, puisqu'on est dans cette transition entre 2022 et de 2023 qui sera marquée par deux changements majeurs, du passage de Saturne après son temps depuis le Covid en Verseau, qui va passer en Poisson en mars, et aussi en mars, la fin mars, Pluton qui va faire un petit entreaperçu de quelques mois dans le signe du Verseau. Et je pense que comme Pluton qui était passé en Capricorne en 2008 et qui avait été marqué par cette crise financière, je pense que les changements quand même de signes, de planètes, surtout de la taille de Pluton, même si elle est toute petite, Oui, c'est ça. puisse impacter. C'est ce que disait Richard Tarnas. Il disait Pluton fait quelque Amplifie chose de ce qui est petit grand petit. et quelque Voilà. chose de grand petit. C'est ça. Donc voilà. Donc voilà un petit peu le programme. Donc je sais pas, est-ce que tu veux faire Non, je pense qu'on on est tous contents que novembre soit passé avec l'énergie des éclipses et la densité. Moi, des fois, j'ai l'impression, les gens me demandent chaque semaine, mais ça va devenir un peu plus léger. Oui, c'est sûr, les éclipses. Et on n'est pas fini encore avec ces éclipses en taureau-scorpion. Il y en aura encore l'année prochaine. Oui. Mais en tout cas, peut-être qu'on peut dire que les éclipses qu'il y a eu au printemps, et puis là maintenant, donc il y a eu là au mois de novembre, c'est sûr que peut-être le plus gros a été ramené sur la table, puisqu'il y avait aussi le carré Saturne-Uranus au même moment. Donc, bien sûr, il y avait toute cette énergie qui était encore plus volatile comme ça. Ouais, mais c'est vrai qu'on est quand même... Bon, c'était mon mois, quand même. C'était mon anniversaire en novembre, mais je suis quand même contente que la période des éclipses s'arrête. Donc, je vous propose peut-être d'explorer tout de suite la pleine lune qui aura lieu le 8 décembre. Donc, je vais partager l'écran. Il va être une drôle comme de... ça, voilà, normalement, vous pouvez nous... Oui, c'est bon. Voilà, c'est bon, tout le monde voit tout. Hop. Donc, attends, je vais mettre ça. Je n'arrive pas à faire plus. Voilà. Donc, on voit bien la pleine lune qui aura lieu donc, à 16 degrés du Gémeaux. Donc, à Paris, elle aura lieu à 5 heures du matin. Oui. Mais alors, conjonction exacte et opposition exacte. Mars rétrograde. Eh oui. Et là, et surtout que c'est intéressant parce que c'est l'opposition aussi du Soleil donc à Mars, donc ce qui veut dire aussi que c'est un moment important dans la rétrogradation, dans leur cycle, et dans la rétrogradation de Mars. Oui, enfin, je sais pas toi, mais je vois vraiment Gémeaux, Sagittaire, c'est vraiment pleine lune en plus, moment de grande révélation, très certainement, non? Et de révélations brutales peut-être. Oui, de révélation brutale. Tu as raison un peu, parce qu'il y a un quinconce au soleil d'Uranus aussi. Donc, un quinconce, c'est deux planètes qui ne se voient pas. Donc, c'est quelque chose qui vient, comme tu dis, peut-être nous ouvrir les yeux ou aussi, avec le Gémeaux, nous proposer une perspective totalement différente qui vient vraiment, tu sais, là où on avait peut-être nos représentations sagittaires, qui vient un petit peu nous étonner et aussi nous challenger forcément avec une lune Mars, je trouve, au niveau émotionnel. C'est-à-dire peut-être que il peut y avoir aussi, moi je trouve, dans la conjonction Lune-Mars, alors c'est beau parce que je me dis Lune-Mars, ça peut être aussi la possibilité des fois de sortir. Mars, il aide. On sait que quand il revient à 2 ans dans le thème d'un enfant, il aide à sortir du monde lunaire. Donc il peut nous aider aussi à sortir ou peut-être à mettre en mots aussi, à oser mettre en mots des émotions, des choses qu'on avait du mal. Et à dire non, non, c'est c'est intéressant. Parce que la période des 2 ans, c'est l'enfant non. Donc ça, c'est Mars. Peut-être qu'il nous faut dire non. Peut-être qu'il nous faut dire non et peut-être qu'il faut aussi protéger quelque part quelque chose. Mars, c'est aussi il nous demande de protéger, mais à la fois, normalement, on dit qu'il est le gardien du soleil. Et là, le fait qu'il soit en opposition, il peut nous dire aussi peut-être, oui, il faut protéger, mais il faut aussi accepter d'ouvrir ton royaume. Arrête de rester dans tes universaux sagittaires. Flexibilise un peu ta pensée, flexibilise ton champ d'action aussi.
Et à la fois, je trouve aussi que la conjonction à la Lune peut accentuer aussi quelque chose, puisqu'il est quand même rétrograde, peut accentuer une irritation aussi. Hein. Peut-être il y a des pensées, où il y a des choses qui vont être dites, où il y a même des choses dans l'actualité, où il y a des vérités qui vont être révélées, qui vont vraiment aller nous chercher dans nos réactions, hein, dans notre réactivité. Oui, ça c'est des réactions très fortes, de l'anxiété aussi, puisque la Lune, c'est aussi tout ce qui est à l'intérieur en nous. Donc, ça peut être aussi... c'est vrai que c'est une pleine Lune, donc révélatrice, mais est-ce qu'on va avoir le courage ou pas, Mars, d'aller vers ces révélations, ou est-ce qu'on garde tout en nous et il reste... il y a cette part d'anxiété qui est là. Après, ce que j'aime bien, c'est que le maître de cette lune, Mercure, est à 1 degré du Capricorne. Je ne sais pas, mais je trouve que ça ramène un peu les choses. Ça pose. Voilà. Surtout que ça veut dire que Mercure est sorti du Sagittaire, là où il était en exil. En exil. Donc, ça veut dire que là, il est déjà dans une autre énergie. Il se prépare aussi à la rétrogradation de Mercure qui va commencer après dans ce signe plus tard dans le mois. Donc, peut-être, je ne sais pas, on voit que peut-être les révélations qui pourraient y avoir à ce moment-là, au moment de la pleine lune, vont avoir besoin d'être redéfinies pendant la rétrogradation de Mercure. Je ne sais pas, c'est encore quelque chose qui n'est pas... et surtout que c'est... la rétrogradation de Mars, déjà, elle n'est pas finie non plus. Donc, il y a tout ça. Mais peut-être qu'il faut faire éclater une bulle. Peut-être qu'il y a quelque chose de ça. Oui, c'est aussi le carré de Neptune qui se délie, Neptune-Jupiter, qui avait été quand même aussi toutes ces bulles, que ce soit des bulles spéculatives, ces effondrements financiers, ces bulles d'illusion. Il y a quelque chose quelque part là avec toutes les planètes, puisque Vénus aussi entrera par la suite dans le mois en Capricorne, le Soleil forcément aussi à la fin du mois. Quelque chose qui vient nous ramener à la terre froide, mais qui quand même est solide, quoi. Même si des fois c'est un peu froid. Oui, c'est... Oui, il y a quelque chose de ça, oui. Mais entre-temps, on devra passer par cette opposition entre le feu et l'air, comme s'il y avait quelque chose qui devait exploser, entre guillemets, pour ensuite assainir, peut-être. En tout cas, ce que je pense qu'on peut dire, c'est qu'aux alentours de cette pleine lune, en tout cas, ça serait intéressant d'être conscient plutôt que inconscient ou dans la réaction. Oui, c'est la semaine prochaine. Voilà, on enregistre le 1er décembre, c'est ça. Donc la semaine prochaine. Oui, en plus, c'est marrant, c'est la fête des Lumières. Enfin, moi, je suis originaire près de Lyon, tu sais, c'était la fête des Lumières. Oui. La fête de la... Donc, quelque part, il y a de ça, peut-être, de ne pas être dans la réaction, mais en sachant que tout n'est pas encore défini. Mais c'est peut-être... Oui, tout n'est pas défini. Voilà. Quelque chose qui nous invite aussi à être flexible quand même, sans pour autant se perdre, mais se rappeler aussi de ce qui pourrait peut-être nous faire monter comme ça, ce serait de vouloir défendre tout de suite quelque chose sans avoir toute la perspective, de toujours essayer de voir l'autre point de vue. En fait, Et puis c'est vrai et surtout de ne pas aller dans la réactivité d'enfant. Mais oui, bien sûr. La Lune, elle nous parle aussi de réactiver nos mémoires d'enfants, en fait. Mais oui, et puis un Mars de Gémeaux, soit il est aussi dans ce côté infantile, ou alors il peut avoir aussi envie de changement. Et donc cette pleine lune, elle me parle aussi dans cette idée de émotions changeantes, de quelque chose comme ça qui peut être aux alentours de cette période, et peut-être le sentiment d'être divisé aussi, d'être polarisé, de ne pas savoir exactement de quel côté aller, regarder. Voilà. C'est vrai qu'une pleine lune polarise toujours les énergies. Oui, un conseil, ce serait aussi de ne pas prendre de décision pendant cette pleine lune, parce que c'est tellement changeant que non, ça pourrait vraiment, le lendemain, on pourrait faire girouette, quoi. Ah ouais, backfire. C'est vraiment... En tout cas, il faut être conscient que cette semaine-là de la pleine lune, donc la semaine prochaine, puisque nous, on est le 1er décembre,
être attentif, mais aussi très attentive à nos réactions, quoi, en fait. Et aux réactions des autres aussi, puisqu'il ne faut pas oublier, c'était une pleine lune, ça peut aussi venir de l'autre. Oui, c'est vrai, tu as raison. Une opposition. Mais bah oui. Bon. Je pense Bien. qu'on peut passer à Jupiter ensuite en bélier. Donc Jupiter qui va redevenir en bélier le 20 décembre, donc la veille du solstice. Pardon, oui, si, c'est ça. Oui, c'est ça, le 20. Oui, oui. Ouais. Oui, alors, bon, Jupiter solstice. revient là où il était déjà, hein, entre mai et octobre de cette année. Oui. Oui, le 13 mai, je crois qu'il était rentré en bélier. Ouais. Et donc, c'est vrai que Jupiter va enfin sortir du poisson, même si c'est un signe qu'il gouverne avec Neptune, mais peut-être que c'était pas si facile que ça cette année. Hein. Non, c'est ce que j'ai senti aussi. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, pourtant on dit vraiment qu'il... Peut-être que ça nous a permis des compréhensions sur un niveau du subtil, mais j'allais dire dans le monde de la matière, je pense. Ça, tu vois, toutes ces bulles aussi, toute cette spéculation, toute cette inflation, toute cette confusion, tous ces... je me rappelle au moment de Jupiter, Neptune aussi en avril, beaucoup de gens qu'on pouvait voir en séance, tous ces projets un peu même qui sont retombés. Oui, parce qu'il y avait... et c'était peut-être pour ça aussi intéressant d'avoir cette période de Jupiter en bélier cette année qui est venue nous dire est-ce que les rêves, les fantaisies, tout ce qui était là avec un Jupiter de poisson était envisageable ou est-ce que ce sont des chimères? Est-ce qu'on a le courage de faire, d'aller, de mettre certaines choses en mouvement? Est-ce que ça vaut la peine aussi? Je ne sais pas, mais en tout cas, je crois que Jupiter bélier, enfin j'ai un Jupiter bélier natal, donc je vais avoir le retour de Jupiter. Ton retour. Voilà. Mais je ne sais pas, Jupiter en bélier, c'est toujours cette idée de foi et courage. Foi et courage. Donc, je ne sais pas. C'est quelque chose que je garde et pour prise de Jupiter. risque aussi. Oui. Tu sais, prise de risque, parce qu'on est dans le bélier, donc il y a aussi là où Jupiter a besoin de cette expansion de conscience ou cette expansion de frontières. Dans le bélier, ça suppose d'aller vraiment en territoire inconnu. Oui. Tu vois, d'aller vraiment se lancer dans... que ce soit des territoires inconnus, ça dépend où ça tombe dans notre thème, mais tu vois, que ce soit professionnellement, que ce soit amoureusement, que ce soit amicalement, que ce soit même spirituellement, peut-être d'oser suivre ce que disait Luc Biget du bélier, cette naïveté du bélier qui finalement, parce qu'il n'est pas conscient des fois de certains dangers, va y aller. Il peut y avoir aussi cet élan. Alors attention non plus de ne pas l'amplifier parce qu'on pourrait avoir des accidents, surtout avec un Mars rétrograde en Gémeaux. Mais tu vois, il peut y avoir, je trouve, cette idée d'oser s'élancer et d'oser malgré tout ce qu'on vient de vivre aussi au niveau du collectif, oser semer des nouvelles graines de possible quelque part. Donc allez voir la maison où ça tombe dans votre thème, où il y a du bélier, pour voir peut-être là où il y a un besoin de donner une nouvelle signification à ce champ d'expérience dans nos vies. Oui, c'est un signe de feu, donc Jupiter va être gouverné par Mars. Donc, oui, il y a ce côté aussi de la dynamique, l'audace, mais aussi l'idée de compétition, d'agressivité qui peut être aussi plus forte pendant cette période. Ce qui serait intéressant d'ajouter, c'est que Jupiter va rester en bélier jusqu'au mois de mai 2023. Oui, jusqu'au mois de mai. Voilà, donc ça ne sera plus très longtemps. Donc peut-être, oui, on sait que le bélier, c'est ce signe d'initiation aussi. Donc l'idée de mettre quelque chose de nouveau en mouvement, ou en tout cas, ou peut-être quelque chose qui est déjà venu nous parler cette année et qu'on va définitivement la mettre en mouvement l'année prochaine, enfin, en tout cas à partir du 20 décembre. Mais c'est vrai qu'il y a aussi le côté impulsif du bélier qu'il ne faut pas oublier, avec un Jupiter en bélier encore plus, ce côté impulsif, un côté, oui, l'hubris de Jupiter relié à l'énergie de feu du bélier. Donc ça peut être quelque chose, vouloir aller jusqu'au bout avec quelque chose qui en fait ne marche pas, et ça peut être voilà aussi
Oui, elle est tête foncée dans quelque chose parce qu'on a une sorte d'inflation du projet, tu vois, de la vision, sans prendre en compte justement certains paramètres plus de la réalité ou plus... Et puis, je ne sais pas, en bélier, il y a aussi cette idée de... Puisque le bélier représente aussi cette idée de identité, identification, personnalité. Donc Jupiter va venir aussi, c'est intéressant parce que ça me fait penser là qu'ensuite, après, c'est quand? C'est en juillet, août, les nœuds vont changer. Et donc, ça veut dire que le nœud nord va aller en bélier aussi. Donc, c'est vrai qu'il y a comme ce premier passage, d'abord Jupiter qui passe en bélier, puis après le nœud nord qui passe aussi. Oui. Comme, on dirait qu'il alors, il peut y avoir l'accentuation de tout ce qui est égoïsme, narcissisme encore plus dans la société dans laquelle nous sommes. Mais peut-être qu'après, il y aura Neptune en bélier. Mais oui. Mais la spiritualité des gourous. Non, je rigole. Oui, non, mais c'est vrai. Et puis, non, mais c'est vrai. Mais après, est-ce qu'il y a peut-être des parts de nous aussi qui ont été laissées de côté, qui ont été trop dans l'énergie en face de la balance et on s'est oublié quelque part. Peut-être que ce Jupiter en bélier vient aussi dire tu as aussi le droit, tu peux oser, tu peux aller. C'est intéressant parce que comme moi j'ai un Jupiter... Tu peux prendre un risque. Oui, c'est ça. Comme j'ai un Jupiter de bélier, ça me fait penser que moi c'est dans ma maison 9, donc c'est intéressant. J'ai un Jupiter de bélier en maison 9. Donc oui, quand je suis venue en France, je ne parlais pas un mot de français, donc je suis venue dans un territoire complètement inconnu à l'époque. Donc peut-être qu'il y a quelque chose de ça aussi. Oser aller dans un territoire qu'on ne connaît pas, on ne sait pas ce que ça va donner, mais peut-être qu'il y a là quelque chose qui peut ensuite se développer. Ou peut-être c'est juste pour l'expérience. Ça, c'est intéressant aussi. Je vais aller vivre au Mexique. Bah oui, pourquoi pas. Parce que Jupiter, comme Jupiter gouverne le Sagittaire et les Poissons, ça me fait toujours penser que Jupiter est aussi lié à l'énergie, à cette énergie de l'expérience. Qu'est-ce que j'expérimente? Est-ce que j'ose expérimenter? Et donc, peut-être que oui, il y a quelque part ça. L'idée d'expérimenter quelque chose, d'oser, d'aller trouver un nouveau sens aussi en bélier. Oui. Surtout que au milieu, si je ne me trompe pas, Jupiter donc est en bélier régi par Mars, et Mars du Gémeaux va passer ensuite de Mars au Cancer. Oui. Donc est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose ensuite qui va nous demander de stabiliser aussi, parce que ça va faire un carré. Oui. Alors peut-être pas, je ne pense pas qu'ils vont arriver au carré, parce que par degré, je suis pas sûre. Je n'ai pas l'effet méridien. Moi non plus, j'ai pas les... Ouais. Mais en ce tout serait cas, intéressant aussi de voir ce moment-là. Ouais. Parce que ça, déjà, ça veut dire aussi que quand au mois de mars, Mars va sortir du signe des Gémeaux, il va entrer dans son signe de chute. Donc, pour toi, est-ce que ça voulait dire... qu'est-ce que tu en penses de ça, déjà, par rapport à ça? Parce que... je me dis justement, il y a un moment donné où quand même cet élan du bélier va devoir être contenu parce que justement, Mars sera en Cancer, en chute, pas très à l'aise comme ça, ou de toute façon, on va devoir... préserver, défendre. Là, je trouve que ce qu'on disait par rapport à ce que je disais aussi par rapport à tout à l'heure à Mars, dans cette idée de la pleine lune tout à l'heure avec la lune, l'idée aussi de vouloir défendre. Oui, c'est vrai que ce Jupiter, Mars après en Cancer peut nous amener à ça aussi, à vouloir à devenir peut-être un guerrier. Un guerrier au niveau mondial aussi, plus de protectionnisme ou de choses comme ça. Je sais pas. Mais en tout cas, oui, c'est. Enfin, je sais pas. Je dirais que ça serait intéressant peut-être pour ce passage-là, donc de la fin décembre jusqu'au mois de mai. Que ça serait intéressant que chacun puisse savoir. Comment dire? Ça serait intéressant de choisir nos luttes. J'aime bien. De ne pas nous embarquer dans des trucs. Surtout avec. Mais surtout avec un Mars en Gémeaux qui va aller de partout. Voilà. Pour ne pas nous perdre, Mais un Jupiter en bélier peut aussi, qu'est-ce que tu en penses, réveiller le désir, réveiller la croyance en soi, la libido, l'idée de... Oui, c'est beau ça aussi. Oui, l'envie de se mettre aussi en avant peut-être, ou l'envie aussi d'exister, tout simplement, de dire je suis, tu vois,
surtout avec Chiron qui est en bélier depuis oui. pas mal de temps, où là, il y a peut-être aussi l'envie de dire, bon, malgré justement, hein, puis Chiron va redevenir direct aussi à la fin du mois de décembre. Je crois la veille de la nouvelle lune, là, qui doit être J'ai pas regardé. la veille de Pour Noël, Chiron, quelque chose comme ça, si. Donc, il y a aussi peut-être voilà, ce double mouvement de, bon, ça suffit d'être boiteux depuis dans qui je suis et puis d'oser quelque chose. Oui, c'est fou ça, parce que Chiron en bélier avec un Jupiter de bélier, bon, c'est exactement moi, mais c'est-à-dire que cette génération, oui, si vous êtes né en 75, certainement vous avez les deux, comme moi, et c'est vrai que c'est ça, c'est quelque part la blessure d'exister Chiron, et puis Jupiter qui vient, il dit, mais tu as tout le droit d'y être. D'y être. Mais c'est un peu comme dans le mythe, tu sais, où ils sont chacun d'un côté du mont Pélios. Moi, je me dis toujours, Chiron, c'est la blessure de la grotte, et Jupiter, il est dans la lumière. Et souvent, tu le vois, les gens qui sont plus dans la lumière et qui ont une facilité, et puis les gens un peu chironiens, ou comme on est un peu boiteux, on reste dans l'ombre. Et là, il y a peut-être... Jupiter peut aider Chiron à lui dire, attends, viens de l'autre côté, tu vas voir, c'est sympa, quoi. Ouais, mais dans le mythe, Jupiter a dit à Chiron, il va falloir quelque part, si tu veux te libérer, il va falloir te sacrifier, quoi. Bah oui. Ouais. En gros. Et ça c'est intéressant parce que ça nous ramène à l'entrée de Saturne en Poisson, quelque part aussi, l'idée du sacrifice. Bah oui. Bonne transition. L'idée du sacrifice. Voilà. Donc Saturne en Poisson qui va rentrer le 7 mars 2023, qui ensuite deviendra rétrograde le 17 juin 2023 à 7 degrés du Poisson, pour redevenir direct le 4 novembre 2023 à 0 degré du Poisson, ce qui veut dire qu'il ne repasse pas en Verseau. Non. Mais l'année prochaine, il va rester quand même quelques mois à 0 degré du Poisson. Oui, donc, du Poisson. Pour toutes les personnes qui ont des planètes dans les 29 degrés. Dans les signes fixes, Taureau, Lion, Verseau, Scorpion, on n'est pas encore... Enfin, c'est ça à la toute 27, fin. 28. Voilà. Moi, je suis 27. Donc ça va, peut-être on peut dire que c'est que les 28, voilà. 29. Moi, c'est 27, 59. J'ai Chiron en plus, compte moi. Moi, c'est Chiron Mars, j'en ai marre. Mais c'est vrai que, voilà. C'est-à-dire que l'année prochaine, c'est encore... Saturne n'est plus tout à fait là, mais il a encore des rayons comme ça qui nous imbibent de son énergie de responsabilité et de lourdeur, le plomb qui doit se transformer en or. Donc, quelque part, oui, Saturne qui va rentrer en Poisson jusqu'en 2026. Jusqu'en 2026, c'est fou. Hein. Alors, la dernière fois que Saturne était en Poisson, c'était entre 94. Entre mai 93 et avril 96. Ouais, c'est fou. Voilà. Et avant, c'était dans les années 64, entre 64 et 67. Donc, ça veut dire deux choses. Ça veut dire pendant la guerre du froide. Oui. Donc, ça veut dire que si vous êtes né entre 64 et 67, vous allez avoir votre deuxième retour de Saturne. Ouais. Et si vous êtes né entre 93 et 96, vous allez avoir votre premier. Entre 2023 et 2026, quelque part dans ces mois-là. Donc, Saturne au Poisson, comment est-ce que tu vois cette entrée? C'est intéressant parce que tu te dis c'est quand même deux choses un peu contradictoires dans un premier temps. Saturne, la planète de la structure et de l'ossature, dans un signe qui a une qualité d'énergie de dissolution. Donc moi je me dis c'est soit l'absence de frontières et de limites, soit au contraire quelque chose qui nous exige que tout ce qui est d'habitude est dans l'invisible, l'imaginaire, le flou, le rêve s'incarne. C'est peut-être l'ombre et la lumière, hein, d'ailleurs. C'est vrai. Une image que j'ai toujours, et quand j'ai des personnes en consultation qui ont un Saturne en Poisson, et quelque chose qui me vient tout le temps, comme tu dis, pour cette idée de dissolution et en même temps de vouloir ancrer de Saturne, il faut construire une maison en pilotis. Parce que c'est la seule qui peut... C'est beau en plus, les maisons en pilotis. Oui. Je suis désolée, le coq, il n'arrête pas. Hein. Ah non, mais c'est bien. 9h du matin. Il commence à 5h30 et il ne s'arrête pas. Mais oui, c'est ça. Quoi. Pardon, je t'ai coupé. Non, mais Saturne au Poisson, la terre dans l'eau, c'est aussi l'idée du monde mystique du Poisson qui
va recevoir c'est les racines de la la conscience. Il faut qu'on relise ce livre de Jung, les racines de la conscience. Le monde matière de Saturne qui entre dans le monde mystique. Comment relier ces deux? Moi, je trouve que c'est beaucoup comment relier ciel et terre, mais différemment d'un Uranus en taureau entre Gaïa et Uranus. Là, il y a une dimension beaucoup plus intérieure, beaucoup plus, comme tu disais, mystique, beaucoup plus... je pense que ça va nous demander une véritable discipline, ou tu sais, cet effort de Saturne pour ne pas se faire happer, en fait. Ouais. Aussi à la lumière de Pluton qui va rentrer en Verseau, et forcément, il va y avoir ces gros changements. Je pense que ça peut nous exiger à la fois une verticalité et à la fois aussi peut-être des fois d'assouplir certaines de nos frontières. Oui, je pense que c'est ça. Hein. Saturne en Poisson, quelque part, c'est apprendre à être imbibé du sentiment et à accepter de humidifier les racines et l'endroit, enfin, je veux dire, le lieu asséché que représente Saturne en nous. Saturne en Poisson, il vient pour se laisser quelque part un peu porter, sauf qu'au départ, il ne veut pas. Donc, il y a ce choc entre quelque chose que je veux contrôler et en même temps, plus on essaie de contrôler, plus il y a de dissolution, plus il y a de l'eau qui vient et qui... c'est comme si c'est ce sentiment peut-être aussi, et je le remarque chez des personnes qui ont un Saturne de Poisson, c'est parfois une course qui ne s'arrête jamais dans le sens que il faut tout le temps ériger et puis ça se dissout. Et c'est les châteaux de sable en fait quand l'eau arrive de la mer. Les sables mouvants un peu. Et les sables mouvants aussi, ouais. Mais c'est vraiment cette idée de être en permanence en train de construire quelque chose et ensuite cette chose elle nous est retirée. Oui. Mais l'apprentissage de ce Saturne en Poisson, c'est ça, c'est comment apprendre à vivre les choses que l'on a pendant le temps qu'elles sont là, en fait. Comment être vraiment dans cette parce que tout finit par se dissoudre quelque part à un moment donné. Oui. Et donc, ce Saturne de Poisson, peut-être qu'au départ, il est dans ce vouloir retenir, alors que les eaux mystiques du Poisson, il n'y a rien à faire à la fin. Oui, aussi, on est dans ce que disait Luc Biget du lâcher-prise de Saturne. En fait. Saturne, au début, on tient, et c'est revenir aussi à quelque chose de très essentiel. Et peut-être même, tu sais, ça me vient aussi à l'époque où il y a une sorte de marketisation, toute la génération aussi Capricorne, Saturne Capricorne, Neptune Capricorne, Uranus Capricorne, de la spiritualité. Est-ce que Saturne Poisson, et tu le vois sur les réseaux, est-ce que pas beaucoup de gens veulent revenir à une pratique essentielle, à une intériorité, à moins, tu vois, à moins exposer ces choses, à vivre ça plus dans l'intime, plus en soi, plus dans l'invisible aussi quelque part, tout en ayant quelque chose d'ancré, mais plus dans quelque chose qui est plus, comme c'est la limite entre l'extérieur et l'intérieur, il y a peut-être aussi quelque chose qui nous amène à faire revenir des choses à l'intérieur. Oui, et puis Saturne en Poisson, c'est aussi, ça va parler de la vulnérabilité, accepter d'être vulnérable, ou en tout cas, comment est-ce que la vulnérabilité peut devenir une force, laisser entrer le sentiment, comme je disais. Mais c'est vrai que d'un autre côté, Saturne Poisson, ça peut être aussi comment dire, la mise en mouvement de rêves, c'est-à-dire qu'on peut peut-être aussi ancrer quelque chose que l'on a imaginé. C'est ce que je me demande. Rêvé. Je me demandais aussi si c'est pas, parce que je me dis Saturne, il frustre toujours, donc pour pas qu'il nous frustre, la lumière, c'est vraiment cette responsabilité dans le sens de répondre d'eux, et là, c'est répondre de l'énergie Poisson. Donc, c'est répondre de notre imaginaire, c'est le mettre dans la matière. On a toujours rêvé, je sais pas, d'apprendre le piano, de se mettre à apprendre le piano. On a toujours rêvé de dessiner, de se mettre à dessiner. Il y a peut-être un engagement aussi, ou d'avoir du temps pour faire du silence ou pour méditer. Et Saturne, c'est quand même la planète du temps. Donc, elle va nous demander de faire du temps pour l'énergie du Poisson dans nos vies, faire du temps pour la contemplation, et donc renoncer. Peut-être aussi en face, il y a la Vierge, donc renoncer à d'habitude notre organisation, nos plannings, nos listes, nos trucs. Ce que tu dis là, c'est très important parce que ça parle vraiment de c'est comme si Saturne en Poisson était... comment est-ce qu'on peut dire comme si Saturne en Poisson
parfois, n'était pas de ce monde. C'est-à-dire que tout ce qui représente l'idée de responsabilité, les limites, tout ça, ça peut devenir très lourd pour un Saturne Poisson. Mais c'est en acceptant ça qu'on peut se délivrer. Et donc, ce que tu dis là, c'est ça. C'est-à-dire que si on veut apprendre de piano, il faut comprendre qu'il y a un effort à faire pour avoir quelque chose à la fin. Ah oui, c'est ce que ma prof me dit. Il faut pratiquer tous les jours. Ah bah voilà. Eh oui, sinon, ça n'avance pas. Donc, quelque part, c'est ça. Saturne, c'est-à-dire que tant que ça sera quelque chose que l'on pense comme difficile, que ça m'enlève, ça me fait perdre du temps, ou je ne sais pas. Après, on peut donner 3000 excuses. Et surtout que je pense que Saturne en Poisson peut être assez fort pour les excuses et la victimisation. Oui, aussi. c'est l'escapisme. L'escapisme. Moi, je voyais bien, oh non, c'est la faute. Oh, la vie est trop dure. C'est vrai que l'ombre de Saturne puis c'est la faute à Poisson, l'autre ça peut être... Oh, puis je porte le fardeau de toute la société chrétienne sur moi, tu sais, tout le péché chrétien. Oui, donc c'est ça aussi, quelque part, Saturne en Poisson, c'est se réveiller à son... C'est se réveiller à son sélex, mais en n'ayant pas peur de devenir cet adulte-là, en fait, quelque part. Parce que c'est comme toujours, tous les signes d'eau, il y a ce sentiment aussi de... Puisque l'eau, c'est l'énergie de la naissance. Il y a quelque chose qui vient de l'eau. Pardon. Et donc, il y a ce sentiment peut-être aussi de vouloir être porté par l'autre, par la société, par n'importe. Et ça devient toujours plus dur, je pense, un Saturne dans des signes d'eau, d'accepter sa responsabilité, accepter les limites aussi, à la fois ses propres limites, mais aussi les limites de tout le reste, des autres, de la société. Donc, c'est vrai que Saturne, donc en Poisson, va rester jusqu'en 2026. Ça veut dire aussi que Saturne va sortir de 6 ans dans des signes qu'il gouvernait, à la fois Capricorne et Verseau. Et donc là, il va rentrer dans un signe gouverné par Jupiter. Ça, c'est aussi intéressant, ça. Ça, c'est vrai, avec un Jupiter Bélier. Voilà. Donc, c'est là l'idée Puis de... un Jupiter Taureau. Donc, il y a un sextile ensuite entre... Il va être le sextile entre Jupiter... ça va être aussi intéressant. Ah oui, bien sûr. Après. Parce que dans depuis ce qu'on a vu en 2020 le 21 décembre 2020, leur conjonction, là, c'est leur premier sextile. Donc ça va être... et donc, c'est super parce que ça va encore mettre plus de cette énergie dont on parlait de faire une réalité de quelque chose qui a été rêvé, imaginé, tout ça. Donc, je pense que c'est une bonne énergie parce que ça veut dire dans le sens qu'on est en train de se défaire de quelque chose pour aller vers cette initiation ensuite du bélier et tout ça. Ouais. Ah, c'est chouette. Et donc, le dernier, celui qu'on attend tous, Pluton. Notre ami Pluton en Verseau qui rentrera le 23 mars 2023 pour en ressortir, si je ne me trompe pas, le 11 juin 2023, c'est ça? Oui, la première fois, oui. Oui, et qui reviendra définitivement en Verseau le 21 janvier 2024. 2024, et puis jusqu'en septembre 2024, il va sortir 2 fois. Hein. Parce qu'après... il sort 2 fois encore? Oui, il sort en septembre 2024. Donc, en fait, c'est vraiment 2025. Non, à partir de novembre 2024. Novembre 2024, regarde, il reste entre septembre et novembre 2024, il revient à 29 degrés du Capricorne encore. C'est fou. Ah ouais. 2024-2025, Uranus va rentrer en Gémeaux en 2025. Donc, on va avoir quand même Uranus et Pluton dans des signes d'air. Au niveau de la technologie, on va voir dans quel monde on va vivre. Mais c'est vrai, Non, mais c'est vrai, moi, ça me fait peur. Non, je regarde. Mais un peu quand même. Mais on va rentrer dans une autre ère, là, parce que Pluton va rester 20 ans en Verseau. 2044. Donc, c'est... oui, bien sûr, on sort totalement de... Tout à l'heure, tu disais que quand Pluton est entré en Capricorne, 2008, il y a eu, c'est vrai, cette crise financière, qui a tout de suite marqué l'époque dans laquelle nous allions entrer. Donc là, très certainement, il y aura aussi... Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que Pluton va aller à 0 degré du Verseau. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2020, le 21 décembre 2020?
Et ben, Jupiter et Saturne étaient ouais. à 0 du Verseau. Ils initiaient cette ère de l'air de 200 ans dont on parlait déjà à l'époque. Oui. Et puis Et avec quelque chose, mais je me demande aussi si Pluton, parce que Pluton, c'est quand même toujours une force de purification. Oui. Et tu vois, moi, je me dis beaucoup, on parle de ce nouvel âge, de ce fameux nouvel âge, ce nouvel âge du Verseau. Je me dis, Pluton en Verseau, il va aller nous tester et dire, attendez, le nouvel âge, vous allez voir, si vous voulez vraiment y rentrer, il va falloir... Ah bah ça c'est Il va sûr, falloir parce aller que voir aussi toute l'ombre au nom de cette nouvel âge, de l'hypertechnologisation, de ce que ça fait sur l'humain, de tout ça. bah, Pluton, quand il rentre dans un signe, il fait tout de suite montrer l'ombre de ce signe. Bah oui. 2008, Capricorne, c'était ça. En 1984, quand Pluton est entré en Scorpion, c'était les années SIDA. Le SIDA commençait à ce moment-là. C'est les années SIDA, bah oui. Oui, c'est Enfin, les années SIDA en bien 1982, 1980. Ouais. Donc, Mais ce qui est intéressant, parce que l'ombre du Verseau, finalement, ça peut être aussi tous ces ismes, ça peut être aussi la montée en puissance de concepts, d'une unilitarisation de la façon de vivre, mais ça me faisait penser aussi aux institutions internationales. Dans quelle mesure il ne va pas y avoir aussi une mutualisation de plus en plus de certains pouvoirs politiques ou de certains qui gouvernent, peut-être là encore où le Capricorne, chacun gardait un petit peu, et ça peut être aussi une ombre, parce qu'au nom d'un bien commun, au nom d'un truc commun, alors il peut y avoir peut-être des choses bien, ou je ne sais pas si c'est bien, un revenu universel ou toutes ces choses-là, mais il peut y avoir aussi quelque chose qui va venir gommer un petit peu justement le lion qui est en face. Hein. Bah, déjà, ça veut dire que... Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même beaucoup de béliers. Oui. Donc le bélier, il est quand même gardien de ça. Mais le fait que Pluton entre dans le signe du Verseau, ça veut dire qu'il va se mettre en face d'un signe gouverné par le Soleil. Donc là, on voit déjà que c'est la confrontation entre l'ombre et la lumière, quelque part aussi. Oui, c'est Hadès, c'est... Et Apollon. Oui, c'est le dieu soleil. Oui, c'est ce que je pensais. Hadès et Apollon. Mais... Ou Apollon et Dionysos aussi, quelque part, oui. parce qu'ils alternaient l'oracle de Delphes aussi. Et il ne faut pas oublier aussi que le Verseau, c'est le signe de l'humanité. Donc, je pense que Pluton, il va nous montrer vraiment l'ombre que l'humanité porte et qu'elle ne veut pas voir. Ça, et puis, avec ça vient l'ombre de la technologie, puisque le Verseau nous parle beaucoup de ce côté progressiste technologique, de la technologie, pardon. Et donc, il y a tout ça, il y a... Oui, et puis... Pluton va rentrer dans le signe de Prométhée quelque part aussi. Donc, quelle est l'ombre de Prométhée? Nous avoir donné la boîte de Pandore. C'est vrai qu'on parle toujours de Prométhée comme celui qui a volé le feu aux dieux, et donc du coup, l'homme, il a pu se créer et s'auto-créer, auto-engendrer quelque part, et il n'avait plus besoin des dieux pour ça. Mais quelle est l'ombre d'avoir... On s'est coupé du symbole, on s'est coupé d'une révérence au sacré. C'est ce que dit, tu sais, je crois que Luc Viger, il explique à un moment donné qu'en Prométhée, il divise le bœuf. Hein, tu sais, et donc, en fait, on croit que l'humanité a la chair, et parce qu'il reste les os aux dieux. Mais si tu vois, je crois, le symbole des os, quand tu déchiffres, je ne sais pas, le langage, les os, c'est aussi toute la capacité à l'essentiel, à la symbolisation et au sacré. Donc, finalement, on croit que l'humanité a la meilleure part en ayant la chair, mais en fait, elle se coupe de quelque chose, mais c'est aussi ça fait un peu écho avec Saturne Poisson, elle se coupe d'une transcendance, elle se coupe d'une structure, puisque les os représentent aussi une structure quelque part. On a perdu les dieux, donc on a perdu aussi ces représentations archétypales qui nous permettaient dans notre psyché de donner du sens et d'accéder à quelque chose de plus grand, puisque l'ombre pour moi de Prométhée, c'est de se prendre pour Dieu. Or, on sait que toute personne qui se prend pour Dieu, c'est de l'inflation, on est possédé et puis on s'écroule. Tu le vois dans tous les mythes, dans tous les films, dans tous les... le délit du bris, c'est toujours... Et actuellement, c'est vrai que avec cette mode aussi New Age, je suis I am a goddess, I am a god... Ah oui, non, mais ça c'est... Mais c'est sûr que... retomber. Oui, Pluton en Verseau, je le vois vraiment comme ça. Et plus je vois la société dans la façon dont elle est en train d'évoluer, plus on voit que en allant vers le transhumanisme, on va voir aussi tout ce que cela représente et de quoi cela nous coupe. Et après, c'est vrai que le Pluton, c'est aussi l'énergie du pouvoir. Donc, c'est vrai qu'à chaque fois que Pluton entre dans un signe, il y a des basculements
il y a des changements de système, oui, il y a toutes ces choses-là. Alors, ça serait intéressant de voir parce que comme Pluton vient de traverser le Capricorne, qui était donc le signe du patriarcat quelque part, et qui a commencé à déconstruire, à vraiment quelque part essayer, ou en tout cas, ça a commencé à anéantir cette image-là que l'on a du patriarcat. Comment est-ce que, en allant dans le signe du Verseau, qui est un signe d'égalité et qui propose aussi de donner le pouvoir au peuple, comment est-ce que ce patriarcat va lui se transformer ou devenir quoi? Oui, et puis aussi avec toujours, je pense, le défi qu'on va avoir collectivement, qui était ce que disent aussi, tu sais, les Jungiens, que si on n'intègre pas l'ombre justement de notre humanité, on fabrique au pouvoir des dictateurs, des dirigeants, enfin, l'ombre, elle est forcément... donc, il y a aussi quelque chose, je trouve, au niveau individuel, je pense qu'on va devoir aller voir notre propre ombre d'humain pour éviter peut-être ce phénomène de générer des systèmes qui, au nom de l'humanité, un peu comme finalement l'ombre du communisme à certains moments, qui, au nom de mettre l'humain au centre, a quand même créé des systèmes totalitaires où il y avait quand même des goulags et des choses comme ça. Donc. Mais de l'autre côté, c'est vrai que le Verseau, c'est vrai c'est intéressant hein, parce que souvent quand je parle avec des personnes, quand on parle du Verseau, on n'a que l'image des années 60, du New Age, l'ère, il y a même la chanson, hein, je ne me rappelle même plus comment c'est la chanson, les fleurs et puis la paix et puis l'égalité et puis tout ça. Mais on oublie que le Verseau est aussi ce signe qui est très autoritaire aussi. Ah ben oui, mais complètement, c'est des ismes. Regarde juste quelqu'un de Verseau, des fois même dans les conceptions amoureuses, pour parler du sentiment, qui au nom de sa vision de quelque chose de libre peut aussi beaucoup se couper du sentiment et du cœur. Hein. Il y a beaucoup de systèmes proposés où moi ça m'a toujours étonnée. Alors pourtant j'ai du Verseau beaucoup dans mon thème, mais tu sais c'est au nom de la liberté et des fois cette liberté est pas du tout libre pour l'autre parce qu'au nom de la liberté je veux pas ci, je veux pas ça, je veux pas être engagée, je veux être tellement spéciale, j'aime pas ci, j'aime pas l'humain, j'aime pas. Moi je dis toujours le Verseau il aime l'humanité mais de loin. Mais oui, parce que c'est ça tout le paradoxe avec le Verseau, c'est qu'il veut participer à la société mais de loin. C'est-à-dire avec ses idées, avec des concepts, avec des choses qu'il peut apporter et qui ont émergé en lui d'abord, mais est-ce qu'il va se lier affectivement, émotionnellement avec l'autre? Il y a une difficulté dans ça. Il faut qu'il intègre le lion. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que ça peut pas être aussi... Oui, l'ombre justement de nos dirigeants qui vont gouverner aussi de loin et ça va accentuer aussi cette déconnexion de plus en plus, tu vois, de vouloir faire passer des concepts qui sur le papier semblent super bien. Ah voilà, aussi l'autre paradoxe moi que je vois beaucoup dans la liberté, parce que ça touche à la liberté. Dans le Verseau, c'est le rêve d'être libre, mais aussi avoir une peur d'être vraiment libre. Ouais. Tu sais, il y a toujours quelque chose de Saturne en fait. Il chante la liberté, mais il est quand même enchaîné et que le pas vraiment qui l'amènerait à être totalement libre en se libérant totalement de ces systèmes de représentation, de concepts, c'est pas évident quand même. Mais oui, et puis ça veut dire aussi que toute liberté a un prix. On pense que la liberté, c'est juste quelque chose qui va nous libérer totalement, mais on va aller vers autre chose, on va inventer autre chose qui va nous enchaîner aussi de nouveau. Bah oui. C'est intéressant parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que la dernière fois que Pluton était en Verseau, c'était entre 1778 et 1798. Donc, autant dire la Révolution française et la naissance des États-Unis aussi. Donc, forcément, oui, on a voulu se libérer et on a créé quoi? Et c'est toujours ça. Et c'est toujours ça. Voilà. Ce sont des choses qui... on libère de la place pour faire de la place à une autre qui va, elle aussi, devoir être... il va devoir y avoir des réglementations, des droits et des devoirs, mais est-ce qu'on est complètement conscient de ça? Donc, c'est vrai que ce passage de Pluton en Verseau, ça me fait penser aussi que, et on voit de plus en plus qu'il y a toutes ces questions par rapport à la démocratie, par rapport à qu'est-ce qu'elle représente aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle est en train de devenir, qu'est-ce qu'elle n'est plus. Et donc, peut-être que oui,
20 ans, c'est quand même beaucoup, surtout qu'on voit maintenant des changements tellement rapides qui se font en 10 ans, en 5 ans. Bah oui. Alors 20 ans, qu'est-ce que ça va être? Donc c'est vrai que je pense que le fait que Pluton, dans le signe du Verseau, le signe de l'humanité va avoir à se poser pas mal de questions pour sa survie. Pluton, ça parle de ça aussi, hein, de survie. Donc oui, est-ce qu'on va enfin prendre le pouvoir au sérieux et l'utiliser à bon escient, ou est-ce qu'on va continuer à donner le pouvoir à l'autre, aux autres, et à chaque fois à se contenter de miettes qui nous font penser que nous sommes en train de vivre quelque chose qui nous convient, quand en réalité, ça ne nous convient pas. Et ben, je crois qu'on va vous laisser sur ces questions. Voilà, ça va vous laisser. Vous en avez pour 20 ans? Je rigole. Bah, ça, c'est sûr, parce que c'est incroyable, non, de dire que 20 ans, c'est énorme. Enfin, je veux dire, et encore, ce n'est pas l'endroit où Pluton reste le plus longtemps, parce que Pluton reste en taureau le plus longtemps, une trentaine d'années. Mais en tout cas, 20 ans, là. Donc, oui, c'est sûr qu'on va avoir... et il faut le dire, hein, donc Verseau, ça veut dire quoi? Ça veut dire les signes fixes. Bonjour, de nouveau, on y est. On pensait non, mais c'est bon, moi je suis à la fin. On a le temps, on est à la fin. Oui, c'est vrai, on est à la fin. Mais oui, Taureau, Lion, donc Verseau, Scorpion, dans 15 ans, bien sûr. Par contre, si vous avez des planètes au tout début de ces signes-là, ça va être là les 2 prochaines années où Pluton va vraiment travailler sur ces planètes que vous avez dans votre thème. Voilà. Il y a quelque chose de l'ordre de la destruction et de la régénération avec Pluton. On ne l'a pas dit, mais voilà. L'idée de la renaissance. Bon, et ben, en parlant de renaissance, est-ce que tu as des nouveaux projets, Sophia, à nous partager? Oui, alors... je crois que oui. Oui, alors en ce moment, je suis en train d'écrire le guide astrologique pour 2023. Je l'avais déjà sorti l'année dernière, enfin le 1er janvier 2022, et là, c'est pareil, ça va sortir le 1er janvier 2023. Il est déjà en précommande, vous pouvez aller sur mon site internet, il y aura le lien ici en dessous. Et puis, voilà, il vous sera livré le 1er janvier, où il y aura... juste pour dire, il y aura bien sûr sur tout ce qui va se passer, enfin en tout cas les aspects les plus importants, c'est-à-dire ce qu'on vient de parler, hein, Pluton au Verseau, Saturne au Poisson, la rétrogradation de Vénus qu'il va y avoir aussi dans le signe de Lion l'année prochaine, et puis bien sûr toujours Jupiter en Taureau, Jupiter en Bélier, et je pense que c'est tout. Voilà. Merci beaucoup. Et toi? Bah écoute, moi, toujours les consultations. Ah si, aussi, bon, c'est un peu tard, il y a des webinaires là, lundi et lundi suivant sur Chiron et la Lune Noire, sur les blessures. Donc, je mettrai peut-être le lien aussi. Et voilà, est-ce que tu avais un coup de cœur? Je crois qu'on avait toutes les deux des coups de cœur un peu immatériels. Immatériel, hein. Oui. Alors moi, mon coup de cœur, c'est l'exposition Monet-Mitchell à la Fondation Louis Vuitton, que j'ai été voir. Vraiment une énergie très sagittaire, qui a énormément de couleurs. C'est vraiment une très, très belle expo. De faire parler ces 2 artistes de 2 époques différentes, mais Monet qui commençait déjà à nous faire entrer dans l'abstraction, et puis Joan Mitchell, bien sûr, artiste incroyable du mouvement abstraction expressionnisme américaine. Voilà, c'était vraiment une très belle expo. Par contre, comme je pense que c'est maintenant le cas de plus en plus partout dans les expositions à Paris, il y a de plus en plus de monde. Et c'est vrai que ça devient un peu difficile surtout que c'est des grands formats là. Et donc, du coup, c'était assez difficile d'avoir une vraie vision de l'ensemble. Il y avait toujours du monde partout. Ah oui, il y avait toujours du monde. C'est vrai que ça fait un peu... Il n'y a pas d'heure creuse, non? En fait, il faut prendre les heures... j'ai réservé par Internet et donc, du coup, je suis allée à 13h en pensant qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Mais il y avait énormément de monde à 13h. Mais en tout cas, voilà, si vous avez la possibilité, très, très belle exposition avec de belles couleurs. Même si, juste pour dire, il y a des couleurs, surtout Joan Mitchell, elle a vraiment des couleurs jaunes, roses, bleu, vert, vraiment très fortes. Mais par contre, pour elle, ces couleurs-là ne représentent pas forcément de la luminosité ni de quelque chose de gai. Juste pour, voilà. Ouais, c'est marrant. C'est intéressant. Et toi, ton coup de cœur? Et ben moi, mon coup de cœur aussi, c'est une expo. Alors, je sais que c'est un peu loin pour beaucoup, parce que c'est à Mexico City. C'est
C'est le musée d'anthropologie. Le musée d'anthropologie. Alors pour le coup, j'ai eu de la chance. C'est un espace assez grand, donc il n'y avait pas trop de monde. Pourtant, c'était un dimanche. Et c'est surtout les pièces mayas, mais il y a aussi il y a les anciens calendriers, en fait. Ah De toute oui, la oui, en cosmogonie. pierre, là, Donc, il y a non? vraiment des pierres en pierre, voilà, Ouais, toutes les c'est beau. pierres en calendrier avec le soleil. Puis, il y a aussi tout ce côté qui me faisait penser vraiment très magique. Il y a toujours des êtres, en fait, anthropomorphes. Alors, oui, il y a les céramiques qui sont belles. Et il y avait aussi des très belles pièces sur Vénus, en fait, la représentation des symboles de Vénus dans les pierres. Donc, voilà, si vous avez l'occasion d'y Et aller, puis, je trouve par que... ici, hein, en France, je crois qu'il y a aussi, au Louvre, ailleurs, partout en France, Voilà. d'autres expos comme ça. C'est intéressant parce que ça me fait penser à Jupiter en Bélier, ça. Le fait d'aller découvrir Oui. d'autres civilisations, d'autres... voilà. Ouais. Oui, il y en a. Puis il y en a beaucoup. Il n'y a pas que les Mayas, les Étothèques. Il y a vraiment Oui, bien sûr. énormément. Donc voilà. Bon, écoute, je pense qu'on peut vous dire l'année prochaine pour Oui. 2023, donc pour janvier 2023, avec Mercure rétrograde. Bien sûr, nous commencerons. On enregistrera peut-être avant. On prendra nos précautions. Et je vous souhaite à tous de belles fêtes de fin d'année, de belles vacances pour ceux qui prennent des vacances et une belle écoute. À bientôt. Voilà. Merci. Au revoir. Au revoir, Sophia.